Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau podcast de 1000%. Aujourd'hui, c'est un petit événement. C'est le premier épisode de notre seconde saison. Donc, on espère que vous avez pris du plaisir dans la saison 1. N'hésitez pas à aller checker ça. Là, vous voyez, on est avec des micros. En principe, le son devrait être un peu plus agréable pour vous. Donc, on est parti. On va essayer d'avoir des invités de plus en plus extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est le cas. On a le professeur Philippe, on va parler, sommeil aujourd'hui avec une vraie référence qui a notamment allé voir ses réseaux sociaux, on va en parler. Il a écrit 2 livres sur le sujet qui sont vraiment très, très intéressants. Ils ont également développé une application, on va en parler. Mais l'objectif du podcast, ça va vraiment être de comprendre les mécanismes du sommeil, pardon, pas du soleil. Essayer de voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'améliorer. On va parler vraiment de tous les sujets, que ce soit les insomnies, les ronflements, les produits aussi. Est-ce que c'est un petit peu surcoté ou sous-coté? Donc je vais laisser, au professeur, Philippe le temps de se présenter tranquillement. Je suis bien sûr accompagné de Pierre et Vincent qu'on me présente plus. Ça va les gars? La forme? Salut. Nickel. Et je laisse le professeur Philippe se présenter pour les auditeurs. Alors, bonjour les Pierre, bonjour Vincent. Merci pour cet entretien rayonnant donc sur le sommeil. Donc moi je suis chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux et je suis aussi membre d'une unité CNRS qui travaille beaucoup sur les outils digitaux, sur les comportements, le sommeil et la santé mentale. Sujet dont on va parler et que j'ai également abordé dans mes livres dont on discutera peut-être ultérieurement. Super. Et c'est vrai que donc j'en ai parlé un petit peu en introduction, vous partagez, pas mal de contenu aussi sur les réseaux sociaux et vous avez développé une application qui s'appelle Canopé sur laquelle on peut se tester et apparemment il y a une promesse, je crois, où on peut, gagner, 50 minutes de sommeil. C'est vrai ou pas? Ou c'est de la com? Alors, en fait, cette application, elle a été développée par l'Université de Bordeaux et le CNRS et elle a fait l'objet d'une quinzaine de publications scientifiques internationales. Donc, c'est pas du tout de la com, c'est vraiment un outil gratuit de santé publique qu'on a mis en ligne au moment du Covid et qu'on a fait évoluer. Là, on est déjà à la version 2 de l'application et ça permet justement, en modifiant la santé du sommeil, d'améliorer globalement sa santé globale et en particulier sa santé mentale. C'est une application qui est gratuite juste pour les auditeurs? Oui, oui, absolument. C'est une application téléchargeable sur le Google Store et l'Apple Store. Il faut faire attention, c'est avec un K, mais vous pouvez très facilement trouver le lien du téléchargement sur mon compte Instagram ou TikTok, PR, comme professeur, point Super. Philippe. On mettra tout ça en lien, c'est super. C'est vrai que ça serait intéressant d'aller dans la rue avec un micro et de demander aux gens qu'est-ce qui est le plus important pour leur santé. Je pense ils parleraient beaucoup de nutrition, d'activité physique, mais je pense que le sommeil ne reviendrait pas trop dans les premières réponses. Alors, je crois qu'on passe un tiers de sa vie, à dormir. Est-ce qu'on pourrait comprendre, les mécanismes du sommeil? Qu'est-ce qui se passe quand on dort et pourquoi c'est aussi important? Alors, d'abord, le premier élément important, c'est que on pensait dans les années 80 que le sommeil, c'était une production du cerveau pour le cerveau. Et donc, que schématiquement, ça servait prioritairement, par exemple, à l'apprentissage, à mémoriser les événements que vous avez fait dans la journée. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup des Jeux Olympiques. Vous voyez, les sportifs, ils ont énormément besoin de sommeil parce que justement, ça permet d'améliorer les performances en engrammant des réseaux neuronaux, un petit peu comme si toutes les nuits on gravait un disque pour que la qualité audio soit meilleure jour après jour. Bon. Et puis dans les années 2000, on a commencé à s'intéresser à un concept qui s'appelle la santé du sommeil. Et il y a toute une communauté de chercheurs dont je fais partie, qui sont des neurophysiologistes, qui ont commencé à manipuler les schémas veille-sommeil chez des sujets sains. Donc par exemple, on les a privés de sommeil, on a modifié leur rythme de lever et de coucher. Et ce qu'on a découvert, notre grand étonnement, c'est qu'en fait, cette modification de l'architecture du sommeil, ça rendait bien entendu somnolent, donc il y avait un impact sur la fonction du cerveau, mais aussi ça rendait par exemple insulino-résistant, c'est-à-dire ça rendait plus difficilement la pénétration du sucre dans les cellules, ça augmentait le risque cardiaque, ça pouvait être un facteur de risque aussi sur l'infection parce que ça fragilisait les défenses immunitaires et puis ça contribuait aussi dans une certaine mesure à aggraver le risque d'anxiété et de dépression.
Donc en fait, le sommeil, c'est passé d'une fonction neurologique à une fonction plutôt transversale, vous voyez, fondamentale, qui fait que si vous ne donnez pas ce temps particulier à votre corps, pas que le cerveau, mais l'ensemble de vos organes vont être perturbés, d'où l'importance de ce concept de santé liée au sommeil. Je vous écoutais, dans un précédent podcast et vous parliez de résistance à l'insuline, liée au manque de sommeil. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors, donc, la régulation de la glycémie, hein, c'est-à-dire la fonction dont vous alimentez en carburant vos cellules, hein, elle passe par une hormone qui est produite par le pancréas qui s'appelle l'insuline. La mission de cette hormone-là, c'est de permettre de faire passer le sucre du sang, hein, lorsque vous l'avez absorbé, lorsque vous l'avez mangé, du sang dans les muscles. D'accord? Et donc, si vous avez un défaut d'efficacité de cette insuline, c'est ce qui se passe par exemple avec les diabétiques, vous allez avoir un taux de sucre qui va énormément monter dans le sang et qui après va créer des problèmes, en particulier vasculaires. Par exemple, ça va altérer votre fonction visuelle, ça va aussi boucher les petits vaisseaux de vos reins, ça peut donc altérer vos fonctions. Et donc, une des fonctions très importantes du sommeil, c'est de permettre de fluidifier ce fonctionnement et donc de permettre justement une bonne pénétration du sucre dans les cellules pour permettre le fonctionnement du corps. Si vous avez une insulinorésistance, un des phénomènes premiers qui se passe, c'est que vous commencez à prendre du poids. Donc, on a mis en évidence que, par exemple, aux États-Unis, il y avait un manque de sommeil. Ce manque de sommeil, il est assez corrélé à l'épidémie d'obésité dont souffrent les Américains. Donc, vous voyez, il y a des mécanismes où alors, on s'est amusé à prendre des gens, les mettre en dette de sommeil, mesurer avec des perfusions leur capacité justement de production d'insuline et de consommation de sucre. C'est des manips très compliquées, je ne rentre pas dans le détail. Mais on a pu montrer que donc, au bout de 7 jours de privation de sommeil, on rendait les gens pré-diabétiques. Donc c'est vraiment important de communiquer auprès des gens, en particulier ceux qui ont un problème de poids ou de gestion de poids, d'avoir une très bonne hygiène de sommeil. Et au niveau du sommeil, c'est vrai qu'on entend beaucoup, il faut dormir 8 heures par nuit, par exemple, vous avez parlé aussi de dette de sommeil. Est-ce qu'on pourrait mieux comprendre ce mécanisme de dette et faire comprendre aussi aux auditeurs l'importance parce que on vous a écouté pas mal dans plusieurs podcasts et c'était super intéressant et vous parlez de la régularité. En quoi c'est important cette régularité de sommeil? Alors, pour un peu poser les bases, hein, en fait, la santé liée au sommeil, c'est un concept assez récent qui a été développé pour expliquer dans quelle mesure vos comportements peuvent optimiser ou fragiliser les fonctions de votre sommeil. Donc la santé liée au sommeil repose sur 3 grands déterminants. Le premier qui est assez peu connu et qui est extrêmement important, c'est la régularité, c'est-à-dire en gros à quelle heure vous vous levez et à quelle heure vous vous couchez. Le deuxième déterminant qui est plus connu parce qu'on a beaucoup communiqué dessus, c'est la durée, c'est-à-dire vos besoins. Et par exemple, 90% de la population française a besoin de 7 à 9 heures de sommeil, hein. C'est un chiffre important à rappeler parce qu'on sait sur nos enquêtes épidémiologiques qu'il y a à peu près 30% des Français qui dorment moins de 6 heures. Vous voyez, on est loin de la bonne cible. Et après, le dernier élément, c'est la qualité. On en parlera avec la température de la chambre à coucher, le bruit, la lumière, et aussi possiblement des maladies ou des substances, hein, des produits qui vont altérer la qualité de votre sommeil. Mais c'est ces 3 éléments fondamentaux qui vont faire que votre sommeil, il va être efficace. Le matin, vous allez être bien reposé et vous aurez un niveau d'éveil satisfaisant dans la journée en permettant un bon endormissement la nuit. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, je pense que les 30 qui dorment pas suffisamment, ils se disent: ben la semaine, je fais une dette de sommeil et le week-end, je vais faire, la grasse matinée». En quoi c'est pas bon de faire ça pour les auditeurs et comprendre l'importance d'avoir un sommeil bien régulier? Alors, ce que vous décrivez, c'est un phénomène scientifique qu'on a beaucoup étudié, sur lequel nous, on a publié dans mon unité CNRS à Bordeaux et qui s'appelle le jet lag social. Alors, vous savez ce que c'est que le jet lag, hein, c'est le décalage horaire. Quand vous prenez un avion pour aller aux États-Unis, vous êtes dans un autre fuseau horaire, hein. Le jet lag social, c'est la même chose, sauf que vous restez chez vous. Et donc, en pratique, le matin, vous vous réveillez généralement assez tôt pour des contraintes professionnelles, c'est-à-dire il faut que vous vous leviez pour aller au boulot, et vous développez une pratique où vous vous couchez assez tard. Alors ça peut être généré par les réseaux sociaux, par les plateformes de streaming pour des films ou des séries télé, voire même des contacts sociaux, hein.
Euh, et donc, en fait, on se retrouve en compression de durée de sommeil avec un lever très précoce. Et le week-end, donc, on passe avec deux mécanismes. Le premier, c'est qu'on retarde massivement son horaire de lever. Et le deuxième, c'est qu'on augmente sa durée de sommeil. D'accord? Donc, par exemple, si dans la semaine, vous vous couchez à minuit et que vous vous levez à 6h30, le week-end, vous allez vous coucher à minuit et demi et vous allez vous lever à 10h ou 11h. Ça crée un double stress, c'est-à-dire que ça crée un phénomène d'accordéon qui fait que dans la semaine, vous allez être plutôt insulino-résistant, plutôt somnolent, en manque de sommeil, d'accord? Et le week-end, vous allez répartir de façon beaucoup plus importante votre temps de sommeil, ce qui va créer un déséquilibre dans votre perception du sommeil, de votre niveau d'éveil. Et ensuite, vous allez complètement modifier aussi le réglage de l'horloge. Et donc, par exemple, si vous vous levez à 13h le dimanche matin, ça sera quasiment impossible de s'endormir à minuit le dimanche soir, parce que vous aurez eu une durée d'éveil qui sera beaucoup plus courte, de 13h à minuit, au lieu de 6h à minuit, comme vous faites en semaine. Et donc, votre pression de sommeil, qui est conditionnée par votre durée d'éveil, elle va être très faible, et vous allez développer des insomnies. Donc en fait, c'est un mécanisme qui perturbe très profondément le sommeil. C'est pour ça que dans les règles d'hygiène que je donne, je commence toujours par le fait de dire adoptez une bonne régularité, c'est-à-dire levez-vous à peu près tous les jours à la même heure, y compris le week-end. Bon, vous pouvez varier d'une heure, on n'est pas des ayatollahs, mais il faut quand même garder une régularité de l'horaire de lever, parce que c'est ça qui va faire que vous aurez au moins à peu près 17 heures d'éveil, et c'est la pression requise pour un adulte euh, nécessaire à un bon endormissement et surtout une bonne continuité du sommeil. Si vous avez un temps d'éveil qui est plus court, ou si vous faites des siestes, on en parlera, votre pression est plus faible et donc peut-être vous allez vous endormir à cause de votre horloge biologique à 23h, mais vous allez vous réveiller à 1h du matin ou 3h du matin sans pouvoir vous endormir. Et ça crée après des troubles dont on va parler, qui sont les troubles d'insomnie. C'est vrai que vis-à-vis du sommeil, on semble tous très différents. Quelle est la part de la génétique là-dedans et la part aussi de notre environnement? Est-ce qu'on pourrait, faire comprendre, aux auditeurs, la différence un petit peu entre les 2? Et d'ailleurs en commentaire, dites-nous si vous avez, quel profil vous avez. Est-ce que vous dormez beaucoup? Est-ce que vous dormez peu? C'est intéressant aussi d'avoir un listing un petit peu des gens pour se faire un peu une idée. Alors, votre génome, votre patrimoine génétique, conditionne deux dimensions de votre sommeil. La première, c'est la durée. Et on sait par exemple que les parents petits dormeurs, ils vont plutôt avoir tendance à faire des enfants petits dormeurs. Les parents très longs dormeurs, ils feront plutôt des enfants longs dormeurs. Et après, il y a un deuxième élément qui est votre chronotype, c'est-à-dire votre préférence naturelle à votre heure de coucher, votre heure de lever. Et donc on sait qu'il y a à peu près 25% de gens qui sont des sujets du soir, 25% des gens qui sont du sujet du matin. Donc les sujets du soir, ils aiment bien se coucher tard et se lever tard. Les sujets du matin, comme le nom l'indique, ils se couchent plus tôt et ils se lèvent tôt le matin. Et puis il y a 50% qui sont intermédiaires. Et donc c'est dans la combinaison des deux qu'on arrive à avoir cette diversité, parce qu'il y a des gens qui dorment 8 heures et qui vont se coucher à minuit, comme moi. Et puis il y a des gens qui dorment 6 heures, qui vont se coucher à 2 heures du matin, comme certains hommes politiques, bien qu'on pense qu'ils peuvent utiliser aussi des substances éveillantes pour tenir ce rythme infernal. Et puis après, il y a des gens qui sont plutôt du matin, mais qui vont coucher très très tôt, à 21h30 ou 22h. Donc c'est complètement individuel. Il n'y a pas de règle prédéterminée. Il ne faut pas se lever à telle heure précise ou il ne faut pas durer tant de temps. Mais schématiquement, ce qu'on sait, c'est que si vous êtes en dessous de 7 heures, vous êtes quand même dans une zone à risque très importante de manque de sommeil. C'est-à-dire que le pourcentage de gens qui physiologiquement, naturellement, dorment moins de 6 heures, c'est très très faible. C'est de l'ordre de 5% de la population générale. Selon les études, 5%, 2%. En tout cas, c'est un chiffre très très inférieur à la moyenne nationale. C'est intéressant ces chronotypes parce qu'on entend quand même pas mal parler de l'importance de se coucher tôt, que le sommeil serait entre parenthèses moins réparateur si on avait tendance à se coucher justement après 10h30, 11h. C'est-à-dire que, par exemple, le sommeil, dormir 6 heures de sommeil après minuit et 6 heures de sommeil à partir de 22h30, on a l'impression que c'est pas la même chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a une vérité par rapport à ça? Alors, c'est une vieille légende des années 70, parce que dans les années 70, à l'époque où on connaissait moins bien la physiologie du sommeil, on parlait de train du sommeil. Vous savez, on disait, bon, le train passe, et donc si vous ratez le train, vous n'allez plus vous endormir. Bon.
En fait, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec, d'une part, l'horloge biologique qui va vous donner la régularité, c'est-à-dire le moment auquel vous allez avoir cette pression de sommeil suffisamment importante pour que quand vous alliez vous coucher, bouf, vous rentriez profondément dans le sommeil, d'accord? Et puis après, c'est la durée de sommeil, bien entendu. Donc imaginez, vous avez un réservoir, il vous faut 8 heures pour remplir le réservoir d'éveil, d'accord? Si vous dormez 6 heures, le réservoir sera jamais plein et au fur et à mesure de la semaine, vous allez le vider de plus en plus. Vous me suivez? Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une période déterminée de sommeil où vous allez avoir une continuité du sommeil et une durée de sommeil suffisamment importante pour vos besoins. Donc, en pratique, pour répondre à votre question, ce qui est surtout important, c'est les premières heures de la nuit parce que c'est là où on fait le sommeil lent profond. Et c'est le sommeil lent profond où on va par exemple produire l'hormone de croissance qui est très importante pour maintenir votre masse musculaire ou votre croissance quand vous êtes un jeune enfant, d'accord? Et c'est pas l'heure à laquelle on le fait, mais c'est cette période-là qui est importante. Après, si vous avez un jet lag social, ben, les premières heures de la nuit, peut-être qu'elles seront moins continues parce que comme vous avez moins de pression, vous allez faire moins de sommeil lent profond, hein. C'est la durée d'éveil qui conditionne la quantité de sommeil lent profond que vous faites au cours de la nuit. C'est ça qu'il faut mémoriser. Plus vous êtes éveillé, plus vous faites du sommeil lent profond, vous l'avez sûrement expérimenté. Quand vous faites une dette de sommeil parce que vous êtes charrette, que vous devez travailler, quand vous vous endormez, vous tombez comme une masse, d'accord? Ça, c'est l'effet sommeil lent profond, ok? Si vous avez un sommeil plus léger ou que vous embêtez, vous êtes dans un avion, vous passez 12 heures à fermer et ouvrir les yeux, votre sommeil il est beaucoup plus léger, vous faites moins de sommeil lent profond. C'est vrai. Tu as une question, Pierre? Vas-y, vas-y. Oui, et au final, si on revient sur quelque chose d'ancestral et on réfléchit au niveau du soleil, alors est-ce que c'est une bonne façon de réfléchir? J'ai un peu la réponse avec vos interventions et podcasts, mais se dire à l'époque, il n'y avait pas de lumière artificielle. Au coucher du soleil, on se couchait, en tout cas pas longtemps, pas très longtemps après, et on se levait avec le lever du soleil. Est-ce que l'être humain fonctionne comme ça ou pas? Alors, c'est une question extrêmement intéressante et il y a un chercheur que j'admire, qui est de la Californie du Sud, qui s'appelle Jerry Siegel, qui a fait des études incroyables où il a envoyé des équipes aller vivre avec des tribus en Afrique et en Amérique du Sud. Et il leur a mis des petites montres, des actimètres pour monitoriser leur horaire de lever et de coucher. Et il a mesuré aussi leur température cutanée. Et ils ont montré des choses absolument incroyables. Par exemple, ils ont montré que les gens dormaient pas tant que ça. Ils dormaient à peu près 6h30, je crois, 6h45, d'accord? Ensuite, ils ont montré que quand la nuit tombait, les gens restaient éveillés assez longtemps. Même, bien entendu, c'était des tribus qui n'avaient pas accès à l'électricité, hein. C'était vraiment des tribus très primitives, hein, ce qu'on appelle les tribus pré-industrielles. Okay, mais ils restaient éveillés assez longtemps. Et le facteur qui conditionnait le plus la durée de sommeil, hein, et on le voyait en particulier à travers les saisons, hein, c'est la température. C'est-à-dire que c'est votre température corporelle, qui est en partie liée à la température externe, hein, qui va conditionner votre durée de sommeil et pas l'éclairage lumineux. Donc ça, c'était très intéressant parce que ils ont travaillé sur des populations pré-industrielles qui étaient à différentes latitudes. Donc il y avait une population qui était au niveau de l'équateur, donc en gros, saisonnièrement, il n'y avait presque pas de différence de lumière. Par contre, ils ont travaillé en Afrique et en Amérique du Sud avec des saisons qui étaient beaucoup plus contrastées, vous voyez. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ce n'est pas l'effet lumière, c'est l'effet température. Donc c'est pour ça aussi quand on dit aux gens, si vous voulez avoir une bonne qualité de sommeil, abaissez la température de votre chambre à 17 degrés. Ben, artificiellement, comme nous on chauffe, on n'a plus du tout de rythmicité, de variabilité de température parce que nos logements sont chauffés 365 jours par an à peu près à la même température, mais en fait c'est une grosse erreur. Il faut faire ce que je fais moi dans ma maison campagnarde, mais il faut dormir avec les fenêtres ouvertes et en fait vous avez une régulation externe qui fait que vous allez avoir un abaissement de température et ça peut significativement contribuer à améliorer la profondeur et la qualité de votre sommeil.
Vas-y Pierre. Oui, juste pour finir là-dessus, c'est extrêmement intéressant parce qu'on parle pas mal de paléonutrition en ce moment on avait reçu Anthony Berthaud qui nous disait qu'il y avait pas une paléonutrition, mais qu'il y en avait plusieurs en fonction, pareil, des latitudes. Bon, il l'a très bien développé quand on l'a reçu et pour le coup, il y aurait un sommeil paléo. Enfin, c'est pour faire le lien. Il y aurait quand même un lien, par contre, entre toutes ces, entre guillemets, «tribus pré-industrielles». Heu, ce serait plutôt similaire. Alors qu'en paléonutrition, il y a plein de modèles différents. Là, on aurait quand même un modèle, qui se ressemble. En fait, si vous voulez, ce que montrent ces travaux, hein, c'est que ce qu'on appelle maintenant l'exposome, c'est-à-dire l'environnement, les particules fines, la lumière, le bruit, la température, sont des déterminants extrêmement importants pour le sommeil et plus largement pour la santé mentale et la santé au sens large. Et donc nous, on a créé des modèles extrêmement contrôlés et extrêmement reproduits. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, ils mettent la clim comme des fous partout, quelle que soit la température, vous voyez. Et donc, on a normalisé au, au plus extrême l'exposome dans une certaine dimension et on a par contre pollué dans un autre sens, par exemple la lumière, l'exposome de façon incroyable. C'est-à-dire que quand vous vivez dans une forêt en Amazonie, puisque c'était un des emplacements, je crois, des tribus, la nuit il fait noir, quoi, quand il n'y a pas de lune. Chez nous, l'exposition lumineuse zéro, elle est très très rare, très rare. Donc il y a un élément physiologique qui est contrecarré en permanence. C'est pour ça que c'est très important d'essayer de reproduire des conditions naturelles dans son lieu de vie, avec en particulier un abaissement assez significatif de la température de la chambre la nuit, une obscurité totale, une réduction la plus importante possible du bruit, pour rentrer dans un schéma qui soit compatible avec nos besoins, on va dire, génétiques du sommeil. Et Ouais, la vas-y Pierre. lumière et la lumière, puisqu'on y est, alors, le soir plutôt au coin du feu que sous des LED. Alors, là aussi, il y a un peu une légende par rapport au LED, parce que maintenant, pratiquement tous les appareils régulent la production de LED en soirée. Donc, ce qu'on a montré, par exemple, c'est que l'effet écran, il est beaucoup plus conditionné à la nature des images qu'on regarde, que ce soit des séries télé ou des réseaux sociaux, qu'à l'exposition lumineuse. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on était persuadé que c'était vraiment la toxicité des écrans en propre, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait des fortunes en vendant des lunettes pour faire l'occlusion de lumière bleue, y compris dans la journée, ce qui est une très très mauvaise idée parce qu'il faut absolument garder l'exposition à la lumière bleue dans la journée parce que c'est ça qui signe votre courbe chronobiologique, hein, d'accord? Mais finalement, le problème n'est pas tellement ça. Alors après, par contre, là où vous avez raison, Pierre, c'est que si vous vous exposez à la lumière naturelle, par exemple comme on le fait l'été, en prenant un apéritif de soir dehors avec des amis entre, mettons, 20h et 22h, hein, quand il fait jour très, très longtemps, là, vous avez tendance à décaler la production de votre chef d'orchestre des horloges, qui est la mélatonine. D'accord? Si vous prenez au contraire de la lumière tôt le matin, vous allez avoir le phénomène inverse et vous allez avancer la production de la mélatonine. Donc, en fonction de comment vous voulez vous recaler, c'est très très important de contrôler votre exposition. Par exemple, ça peut être utile de mettre des lunettes de glacier à partir de 17h. Si vous estimez que vous avez tendance à vous endormir trop tard, il faut couper le signal lumineux. Et par contre, le matin, dès que vous vous levez, il faut vous mettre à la terrasse et prendre de la lumière justement pour réentraîner et bien caler votre pic lumineux. Voilà. La lumière sert à ça. Donc, lumière le soir, on retarde. Lumière le matin, on avance. Et la mélatonine, puisque vous m'aviez proposé d'en parler, c'est exactement le phénomène inverse. C'est-à-dire que votre pic naturel de mélatonine étant à 2h ou 3h du matin, si vous prenez de la mélatonine au coucher, vous allez avancer votre pic de mélatonine. Si vous prenez la mélatonine beaucoup plus tard, c'est-à-dire à 5-6 heures, vous allez retarder. D'accord? Donc c'est pour ça que pas mal de gens consomment de la mélatonine dans l'espoir de traiter leurs problèmes d'insomnie. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent un peu l'horloge, donc ils facilitent un endormissement un peu plus précoce
Mais la mélatonine n'est pas réellement un hypnotique en propre, c'est-à-dire c'est pas un médicament qui fait aussi bien dormir que peuvent l'être d'autres molécules comme les benzodiazépines. D'accord? Donc la lumière, justement, et le pic de mélatonine, c'est un déterminant majeur qui va régler un petit peu le remontoir de votre montre pour caler à quelle heure vous déterminez le milieu de votre nuit. Et au niveau de la mélatonine, quel avis avoir alors? Plutôt dangereux, pas dangereux? Est-ce qu'on peut y aller? Et est-ce que vous avez des conseils si on veut tester la mélatonine de temps en temps sur la qualité? Est-ce qu'il y a des labels à respecter ou des étiquettes, des petites recommandations particulières? Alors, d'abord, je pense que la mélatonine, c'est pas une bonne idée de la prendre de façon chronique parce que on a de la lumière à disposition, on a des consignes et des règles hygiéno-diététiques qui font qu'on peut très bien utiliser la lumière pour se synchroniser. Ok? La mélatonine, elle est intéressante dans certains cas. Par exemple, si vous êtes en décalage horaire, ça permet très très rapidement de produire un pic artificiel qui va vous permettre de vous réadapter rapidement dans le pays où vous arrivez. Donc ça, c'est une première indication qui est très intéressante. Après, il y a une deuxième indication qui est moins connue, mais qui, je pense, va beaucoup vous plaire, vu la nature de votre podcast, c'est que la mélatonine abaisse la température corporelle. Donc si vous faites du sport le soir, une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à dormir, c'est que vous élevez votre température corporelle et donc c'est très difficile de rentrer dans le sommeil. Et si vous prenez un comprimé de mélatonine le soir, vous allez abaisser votre température corporelle et favoriser l'endormissement. Voilà, OK. mais ça doit vraiment être réservé à des périodes très courtes. Il ne faut pas que ça devienne une règle, c'est-à-dire c'est pas une bonne idée de prendre de la mélatonine largue à main nue toute l'année. Ah, on parlera du sommeil du sportif après. Et un point qui est quand même important, c'est la différence entre la somnolence et la fatigue. C'est vrai que souvent on dit: «Je suis fatigué». Est-ce que vous pouvez, nous décrire pour les auditeurs, quelle est la différence entre les 2, s'il vous plaît? Alors, la fatigue, c'est la difficulté croissante à maintenir une tâche avec à terme un effondrement des performances. Vous le voyez chez les marathoniens ou les triathlètes, ils courent, ils courent, ils courent, et puis à un moment donné, ils s'effondrent, ils sont par terre, ils ne peuvent plus bouger. Donc, le traitement de la fatigue, c'est donc, comme vous le voyez aux Jeux Olympiques, le repos. Je ne bouge plus. Bon. La somnolence, c'est l'incapacité à se maintenir éveillé. Pourquoi? Parce qu'on a une pression de sommeil trop importante, parce qu'on est en dette de sommeil ou on a une maladie organique du sommeil. D'accord? Et donc là, le traitement, c'est complètement différent. Le traitement, c'est le sommeil, c'est pas le repos. D'accord? Dans les faits, il se trouve que par exemple, beaucoup de gens se mettent en dette de sommeil pour faire des tâches, conduire plus longtemps, travailler plus longtemps. Donc ils font une confusion entre la fatigue et la somnolence. C'est pour ça que, par exemple, les militaires, ils ont très bien appris ça. Ils savent que quand ils doivent faire des missions très prolongées, il faut prendre des épisodes de sommeil où parfois ils consomment des substances éveillantes, justement, pour pouvoir maintenir une tâche en limitant l'effet somnolence, même s'il y a une fatigue physique associée. Les amphétamines. Ouais, on a mieux que les amphétamines maintenant, mais bon, on appelle ça des médicaments eugrégoriques. C'est des médicaments qui rétablissent l'éveil. D'accord. Et quelque chose qui semble intéressant aussi, c'est la perception qu'on a vis-à-vis du sommeil. Moi, typiquement, c'est vrai que j'ai l'impression parfois que je me réveille plein de fois la nuit, que j'ai été pas mal éveillé. Est-ce que chacun, on est différent par rapport à ça? Et à contrario, il y en a certains, ils ont l'impression qu'ils ont dormi toute la nuit, mais le matin, ils vont être fatigués. Est-ce qu'il y a une perception, est-ce qu'on sous-estime, son sommeil? Alors, c'est assez amusant. On a fait des publications là-dessus avec une chercheure qui était venue nous visiter dans notre ITCNRS. C'est une chercheuse canadienne qui s'appelle Céline Bastien, qui était spécialiste de l'insomnie. Et donc, on a pu montrer que, de façon assez amusante, euh, les insomniaques ont tendance à sous-estimer leur durée de sommeil et les sujets normaux, ils ont tendance à surestimer leur durée de sommeil. Donc en fait, il y a un aspect perceptuel qui est très important. Et ça vaut aussi dans le cas de la somnolence parce qu'on a fait une étude assez récente où on a fait dormir des gens dans la journée. On a un test qui s'appelle le test de maintien de l'éveil où on demande aux gens de rester éveillés dans le noir pendant 40 minutes, 4 fois par jour, pour voir leur capacité à résister au sommeil. C'est une façon de quantifier s'il y a des maladies liées à une somnolence et de quantifier l'intensité de la somnolence. Et on a montré que les gens qui avaient du mal à estimer le moment où ils s'endormaient ou le moment où ils étaient éveillés pendant ces siestes-là, c'est des gens qui avaient un plus grand risque accidentel que les gens qui ne s'estimaient pas bien.
Donc, y compris pour la somnolence, la perception est pas identique. Donc, effectivement, il y a la réalité de combien d'heures vous dormez, combien de temps vous mettez à vous endormir, et puis il y a votre perception. Et par exemple, chez des sujets insomniaques qui souffrent de plaintes insomniaques ou d'insomnie authentifiée, c'est-à-dire 3 nuits par semaine depuis plus de 3 mois, ces gens-là, ils vont avoir, pour 75% d'entre eux, une relativement bonne durée de sommeil, par contre une très mauvaise perception. C'est ce qu'on appelle une insomnie subjective. Est-ce que ça se Ah, travaille, cette perception du sommeil? Est-ce qu'il y a des tips pour justement se Alors, rendre compte, alors, oui, oui, ça se travaille effectivement, et en particulier en approfondissant son sommeil, en se mettant un peu en dette de sommeil, en réduisant le temps passé au lit, on augmente le pourcentage de sommeil lent profond et donc on réduit cette perception anormale d'éveil intranocturne, justement parce que plus le sommeil est profond, plus on a tendance à le percevoir en tant que tel. Voilà. Donc c'est une des bases, par exemple, de l'application Canopé, qui est une base c'est une application qui développe des thérapies comportementales, c'est justement de mettre un peu en pression de sommeil les gens pour améliorer leur perception du sommeil. c'est vrai qu'on va pas rentrer, excuse-moi Pierre, on va pas rentrer dans le détail peut-être des différents cycles, mais pour que les auditeurs comprennent, si je comprends bien, il y a le sommeil profond au début qui est très important et après plus on avance dans la nuit et plus le sommeil profond devient de moins en moins important, c'est ça? Et juste pour finir, est-ce qu'il y a une différence entre le sommeil profond sur ses mécanismes? Souvent on entend parler de sommeil profond qui permettrait entre parenthèses de régénérer les capacités physiques entre parenthèses et la seconde partie de la nuit qui serait plus sur une récupération mentale et psychologique. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, donc schématiquement, hein, la nuit elle est divisée en 5 cycles de sommeil. Dans chaque cycle, il y a des stades. Donc sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal et un peu d'éveil. Bon. Globalement, la première partie de nuit, c'est dédié au sommeil lent profond. La deuxième partie de nuit, c'est plutôt dédié au sommeil paradoxal. On sait très bien à quoi sert le sommeil lent profond. Ça sert à produire des hormones, ça sert à câbler les réseaux neuronaux, donc c'est très très important pour la fonction mentale, hein. C'est aussi très important pour le niveau d'éveil le lendemain, d'accord? Le sommeil paradoxal, c'est un peu plus compliqué. Une des hypothèses qu'on a qui est assez intéressante mais qui n'est pas complètement validée, c'est que le sommeil paradoxal, ça pourrait aider à mémoriser les événements affectifs. C'est-à-dire les contextes où, par exemple, vous allez vivre un traumatisme ou quelque chose d'extrêmement heureux, d'accord? Et ça explique que, par exemple, on peut faire des cauchemars assez spécifiquement en sommeil paradoxal. Donc, c'est une autre fonction, mais toujours basée autour de l'apprentissage, comme le sommeil lent profond. D'accord, OK. Et c'est vrai que vas-y, Pierre. Et est-ce qu'on a des cycles d'1 heure et demie? Est-ce que ça, c'est vrai? Ou Oui, est-ce alors, à peu près, si Oui. vous dormez entre 7 et 9 heures. Si vous dormez moins, vous pouvez avoir des cycles un peu plus courts. Et puis, si vous vieillissez, votre besoin de sommeil se réduit aussi. Donc, la durée est plus courte. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé enfin, vous en avez parlé, mais on l'a pas trop expliqué, cette notion de pression du sommeil qui est très importante à mettre en avant, je pense. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous l'expliquer pour les auditeurs qui entendent de pression du sommeil depuis tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu tout ça? Oui, alors, jusqu'aux années 90, on ne savait pas très bien comment est-ce que le sommeil survenait, et surtout comment était articulée l'alternance entre la veille et le sommeil. Et puis, il y a des chercheurs qui se sont intéressés, donc en faisant des manipulations sur le sujet C, en mettant en dette de sommeil, ils ont constaté que plus on mettait en dette de sommeil les gens, plus le pourcentage restant dans la nuit, les quelques heures qui vous restaient à dormir, était riche en sommeil lent profond. Donc déjà, le premier constat, ça a été le sommeil super important, c'est le sommeil lent profond. Okay. Après, ils ont corrélé, en fait, alors c'est un petit peu technique, mais certains types d'ondes au cours du sommeil lent profond, et ils ont montré que c'est ces ondes-là qui étaient directement reliées à la capacité de régénérer votre niveau d'éveil. Il fallait faire du sommeil lent profond et des ondes de delta pour que dans la journée, vous ayez récupéré votre niveau d'éveil. Et puis après, il y a eu une autre génération de chercheurs plutôt neuropharmacologues qui a montré qu'un certain type de gène codait pour la production d'adénosine, qui est un neurotransmetteur qui se fixe sur des récepteurs, d'accord? Et que c'est la quantité d'adénosine qui codait votre pression de sommeil. C'est-à-dire, plus vous êtes éveillé, plus vous libérez de l'adénosine, plus ce récepteur adénosine se fixe sur des récepteurs et va vous entraîner une pression, donc une somnolence importante, d'accord?
Et donc, ces récepteurs-là, c'est des récepteurs qui sont génétiquement déterminés. Vous en avez plus ou moins, d'accord? Et pour la petite histoire, c'est assez rigolo. C'est un chercheur suisse, Hans-Peter Landolt, qui a fait toute une partie de son travail sur la caféine. Et en fait, la caféine, c'est pas une substance éveillante comme les amphétamines, c'est une substance qui bloque la pression homéostatique. Et donc, en fonction de votre patrimoine génétique et du nombre de récepteurs adénosine que vous avez, ben, soit le café va vraiment vous empêcher de vous endormir, soit ça va rien faire. Et donc, les gens qui, par exemple, ont très peu de récepteurs adénosine, ben, ils boivent plein de café avant de s'endormir, ils s'endorment très bien. Et donc la sieste permettrait peut-être d'enlever de la pression? C'est C'est ça le ça, risque? c'est ça. Alors, la sieste, elle est très bénéfique parce qu'elle permet de récupérer du sommeil qu'on n'a pas eu durant la nuit. Par contre, elle diminue la pression dans la journée, donc elle va favoriser, si vous voulez, le retard de l'endormissement, voire des éveils intranocturnes. C'est pour ça que quand on Donc pratique qu'est-ce la sieste, il faut vraiment le faire dans un contexte un peu précis, sinon ça peut aggraver le risque d'insomnie. Et finalement, ça diminuerait la qualité du sommeil, lent profond. Alors, ça surtout, ça réduit sa durée. Et par contre, ça peut réduire aussi l'architecture, enfin, ça peut altérer la qualité de l'architecture du sommeil de nuit, en particulier si vous prenez des épisodes de sieste assez proches du coucher. Vous parlez de 3 types de siestes. Pardon, Ah, ouais, excuse-moi vas-y, Pierre. Juste, parfait. vous parlez des 3 types de siestes. Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, nous les démontrer? Oui, alors il y a la sieste la plus utile, qui est la sieste où on est massivement en dette de sommeil et on a besoin de dormir. D'accord? Après, il y a la sieste qui est une sieste plaisir ou crapuleuse, où vous dormez ou pas, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un petit peu comme manger un éclair au chocolat le dimanche après-midi. Si ça vous fait très plaisir, vous pouvez la faire, hein, ou en vacances, quand après manger, on va se reposer un peu. Et puis après, il y a la sieste compensatoire dans des mécanismes un peu compliqués, par exemple chez les patients insomniaques ou chez des gens qui ont des troubles organiques, où ils sont dans une contrainte quotidienne de réalisation de la sieste qui est pas très bonne parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Physiologiquement, dans nos sociétés à l'heure actuelle, on ne doit pas dormir tous les jours, faire une sieste, ou alors si on le fait, c'est vraiment parce qu'on est boulanger ou alors qu'on a un rythme de travail, vous voyez, très très particulier, mais c'est pas une pratique à recommander, surtout si on a des difficultés d'endormissement la nuit. Donc vous êtes pas siesteur, quoi? Ben, vous pouvez l'être si vous n'avez pas de sommeil, de problème de sommeil la nuit et si vous vous réveillez tôt le matin, c'est-à-dire que vous avez une durée de temps passé au lit relativement courte. Oui, la solution, Ouais, c'est la non. nuit, d'améliorer la qualité de son sommeil la nuit. Disons que c'est fonctionnellement plus réalisable dans nos sociétés, parce que c'est compliqué quand même de dormir dans la journée si vous habitez à Paris ou que vous travaillez dans un hôpital. Faire une sieste, c'est pas complètement gagné. Et après, c'est aussi un marqueur assez important des modalités de vie, quoi. Si vous êtes obligé de faire la sieste, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est un peu compliqué sur votre sommeil de nuit. Et est-ce que dans les sociétés pré-industrielles, les gens faisaient la sieste? Non, ils n'ont pas révélé ça, à ma connaissance, c'était pas une pratique très décrite. Ça l'a été pendant un temps dans des sociétés où il faisait très très chaud. Mmh. Mais par exemple, on a des enquêtes épidémiologiques où on montre qu'en Espagne, les gens ils font pas la sieste. Même s'ils Maintenant. se couchent tard. Ouais. OK. Une autre question, Pierre, pour clôturer sur la sieste ou pas? Non, mais je voyais bien les gens faire la sieste dans le hamac là, mais apparemment c'est pas le cas. Ce qui serait Non, inté non, non, dans la journée, ils chassaient, ils cuisinaient, ils construisaient des huttes, enfin, vous voyez, ils vaquaient à leur activité, et puis après, la nuit, ils dormaient. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, on parlera pas des insomnies, on en parlera plus tard, on fera un petit volet dessus. Mais, par exemple, moi, je cherche à justement améliorer la qualité de mon sommeil. Je fais on parlera pas du sportif non plus, on en parlera un petit peu après, mais quelqu'un de lambda qui fait un petit peu de sport, pas le sportif extrême. Qu'est-ce que je peux mettre en place, que ce soit la journée, puis la nuit? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu la journée parfaite pour essayer de bien dormir la nuit avec un sommeil, La avec beaucoup de semaine sommeil parfaite. profond? La semaine parfaite, ouais. Et puis tout en fait. On veut être parfait au niveau du sommeil, qu'est-ce qu'on met en place? Alors, de ce que j'en vois sur l'écran, je pense que vous avez moins de 40 ans, voire même peut-être moins de 30 ans. Donc là, vous êtes dans un schéma, vous avez un besoin de Il sommeil. est Ouais, ouais. gentil. Vous avez un besoin de sommeil assez important encore, d'accord? Et
Donc, il faut respecter les règles de la santé liées au sommeil. C'est-à-dire, en numéro 1, la régularité. En numéro 2, la durée. Donc, si on se fixe une fourchette entre 7 et 9 heures, hein, on va dire que quelqu'un qui n'a pas de problème de sommeil, il peut passer 8 heures au lit. Bon. Les gens qui vont avoir une petite fragilité, qui de temps en temps ont tendance à se réveiller la nuit ou des choses comme ça, on peut recommander 7 heures, d'accord? Ça va comprimer un petit peu le temps de sommeil, d'accord? Avec un horaire de lever très régulier. Et puis après, il y a tous les facteurs agressifs du sommeil, hein, c'est-à-dire si vous consommez de l'alcool, si vous fumez, si vous avez une alimentation qui n'est pas forcément très adaptée, si vous buvez du café le soir, des choses comme ça va massivement nuire à la qualité de votre sommeil nocturne. Donc c'est un petit peu comme l'alimentation, hein. Il faut que vous ayez des bonnes bases, des bons principes. L'alimentation d'ailleurs peut jouer aussi, il faut essayer de limiter un peu les viandes rouges et plutôt consommer des sucres lents le soir, ça peut favoriser l'endormissement. C'est intéressant parce que vous dites, les gens qui se réveillent la nuit. Pour les gens justement qui se réveillent la nuit, qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce qu'on doit culpabiliser de se réveiller la nuit? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Parce que moi, typiquement, c'est mon cas, par exemple. Ça m'arrive de me réveiller, peut-être 2, 3 fois dans la nuit. Après, je sais pas combien de temps je C'est la reste éveillé. prostate. Non, même pas, ça m'arrive, hein, à des moments d'aller uriner, bien sûr, mais des fois, juste, je me réveille, après je me rendors. Est-ce que c'est pas normal, justement? Alors, physiologiquement, il y a entre 5 et 10% d'éveil au cours de la nuit. Souvent, l'éveil est assez court et le sommeil a une propriété extraordinaire, un peu d'ardoise magique. C'est-à-dire que quand vous vous rendormez sur un épisode d'éveil, vous avez tendance à oublier que vous avez été éveillé. Au moins chez les sujets sains. D'accord? Donc, il y a des gens qui se réveillent la nuit, moi aussi, hein, je suis un petit peu plus âgé que vous, mais moi aussi, il m'arrive de me réveiller la nuit. Dans ce cas-là, je sors du lit, je vais boire un verre d'eau, je vais aux toilettes si besoin, je me recouche, je me rendors, j'ai pas de plainte insomniaque. D'accord? Là où les choses se compliquent, c'est qu'on commence à avoir peur de se réveiller la nuit et que ça entretient ces épisodes d'éveil où on sent l'impuissance à se réendormir naturellement. Voilà. Donc la frontière, elle est là. Donc si on est dans un schéma où on n'est pas très très sûr de soi par rapport à sa capacité à s'endormir, c'est une bonne idée de comprimer un petit peu le temps passé au lit. Comme ça va augmenter la pression de sommeil et réduire les éveils intranocturnes. Et c'est vrai qu'on avait entendu, cette logique, c'était quoi le 4-3-2-1? Pas d'alcool 4 heures avant, essayer de limiter justement 3 heures avant les repas. C'était, je crois 2 heures avant, c'était de pas boire un verre d'eau. C'était 3-2-1 peut-être, non? Ouais, c'était pas, limiter la consommation d'alcool, 4 heures, je crois, ouais, 4 heures ou peut-être. 3 heures, 3 heures, c'était le repas, 2 heures, c'était, l'hydratation et 1 heure, c'était les écrans. les écrans, ouais. Est-ce que c'est, quelque chose de logique ou c'est un peu, Oui, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Après, il faut se laisser un petit espace de liberté, mais c'est sûr que, par exemple, c'est important de manger au moins 3 heures ou 4 heures avant le coucher. Oui, c'est une bonne idée. Si vous mangez à 20 heures et que vous vous couchez à minuit, c'est plutôt une bonne hygiène. et vous parlez aussi de la pollution aux particules fines qui peuvent impacter le sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter ça, à part changer d'endroit? Est-ce qu'il y a vraiment un Ouais, impact important? ce qu'on montre en particulier, c'est que maintenant, il y a un impact sur la santé mentale aussi qui est très très important, quoi. Donc, il faut vraiment vraiment se protéger parce que c'est des facteurs de risque très très importants. Et effectivement, il faut être attentif à avoir une bonne santé au sens large. La température aussi, c'est un facteur très, très important. On montre que par exemple les pics thermiques, hein, les pics de canicule, c'est associé à des problèmes psychiatriques récurrents plus importants. C'est associé au mauvais sommeil aussi. Donc on vit dans des environnements de plus en plus compliqués, effectivement. Et c'est vrai, ouais, et même par rapport au stress, c'est vrai qu'il y a une grosse pression, en fait, mentale par rapport au sommeil, c'est ça? Est-ce que vous avez des tips pour nos auditeurs? Est-ce que vous conseillez justement d'aller peut-être, consulter, des psychologues, se faire, accompagner, ou est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on peut mettre en place, de son côté? Bah, là, en premier lieu, par exemple, l'application Canopé, ça sert vraiment, vraiment à ça. Parce que ce qu'on a montré, c'est qu'une part importante des gens qui avaient une mauvaise santé liée au sommeil, et donc une mauvaise hygiène du sommeil, ils étaient à risque concernant l'anxiété et la dépression. Et ce qu'on a montré, c'est que quand on améliorait la régularité du sommeil, justement, avec l'aide de l'application Canopé, on réduisait significativement les scores de dépression et les scores d'insomnie. Donc les deux sont liés. C'est pour ça que c'est vraiment important de mettre en avant l'importance de l'hygiène du sommeil pour améliorer justement la santé mentale de nos concitoyens. Allez tester l'application Canopé, téléchargez-la et faites-nous un retour en commentaire,
là-dessus. Mais Très bonne idée. comme vous disiez, il faut tester non pas une nuit. C'est pour ça que je reprenais, Alexandre sur la routine de sommeil d'une journée. C'est pas sur une nuit qu'on fera la différence, mais il faut tester sur quoi? Une semaine, 10 jours minimum? Alors, l'application Canopé, comment est-ce qu'elle marche? C'est vous faites un premier bilan initial qui vous dit vert, orange, rouge, en gros, Mmh. sur votre somnolence, sur vos plaintes insomniaques, sur votre hygiène de sommeil, sur votre niveau d'anxiété et de dépression. Bon. Puis après, on vous demande de faire un agenda pendant 7 jours. Et cet agenda, hein, où vous complétez tous les matins vos horaires de lever, de coucher, vos éveils nocturnes, cet agenda-là, il a un rôle très important parce qu'on a une palette d'interventions, de recommandations. Hein, on a 17 interventions dans l'application et on sélectionne automatiquement dans le programme de l'application les recommandations qui sont très adaptées à votre pattern, votre profil d'agenda. C'est pour ça que l'application marche aussi bien parce que les gens vraiment ont des recommandations personnalisées. Et là, on fait ces recommandations-là. Alors, le minimum, c'est 10 jours, d'accord? Mais vous pouvez le faire plus longtemps, d'accord? Et on a montré que justement, on avait un gain estimé de sommeil de l'ordre de 55 minutes au bout de 10 jours en suivant ces recommandations personnalisées. Pour le sommeil, j'ai l'impression qu'il y a 2 points qui ont l'air importants. Bon, hormis la durée et la régularité, ça sera vraiment cette pression du sommeil et la température qui s'abaisse, vous en parlez. Comment est-ce qu'on peut faire pour, abaisser cette température du corps la nuit? Est-ce qu'il y a par exemple des douches à prendre? Je crois qu'il y a aussi des techniques au niveau du pied dans le lit à faire attention. Est-ce qu'on les réchauffe? Est-ce qu'on les réchauffe pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les auditeurs? Alors, pour le sommeil, il y a deux composantes. Hein. C'est d'une part la pression de sommeil, d'autre part l'horloge biologique. Donc, il ne faut pas les dissocier parce que c'est extrêmement lié. Vous ne pouvez pas OK. raisonner que sur la température et la durée du sommeil. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment, vraiment coupler les deux. Et le numéro un, c'est l'horloge biologique, c'est la régularité. Parce que la régularité conditionne la durée. Donc, le premier élément, c'est vraiment la régularité pour avoir une bonne durée de veille. Ensuite, c'est très simple. Si vous avez une chambre qui est à 17 degrés, vous n'avez pas besoin de mettre des chaussettes, de prendre des douches ou des choses comme ça. Hein. Vous allez vous endormir naturellement. À Simplement, Marseille, il faut. 17 degrés, c'est dur, hein? Oui, alors après, il y a des phénomènes adaptatifs parce que si vous voulez, il fait peut-être plus chaud dans la journée, mais ce qui est important, c'est que vous ayez un abaissement de la température globale, d'accord, la nuit, très significatif, d'accord. Et après, ce que vous soulignez, c'est l'impact des canicules. Et effectivement, si vous êtes dans un milieu qui est financièrement pas très favorisé, peut-être que vous n'avez pas accès à une climatisation dans votre domicile. Hein, donc ça pose également des questions liées à la santé globale. Hein. Quand vous n'avez pas d'argent, vous allez plutôt manger au McDonald's que Mmh. d'aller faire votre marché dans un marché bio. Euh, mais il faut quand même, c'est important, je pense, de rappeler les bases. C'est-à-dire dire aux gens, essayez de choisir des appartements où s'ils ne sont pas climatisés, vous pourrez baisser la température, ventiler votre appartement la nuit. Vous voyez, il y a quand même des marges d'ajustement. L'important, c'est de donner des grands messages. D'accord? D'accord et les petits messages, donc par exemple une douche, froide, ça sert à rien le soir avant de s'endormir? Alors, il faut une douche longue pour prolonger le refroidissement thermique. D'accord? Donc, il faut une douche de 15, 20, 30 minutes au moins. D'accord? 15 minutes au moins pour Fraîche? abaisser votre température. Si vous faites une douche très froide, vous allez vous vasoconstricter et potentiellement vous allez augmenter votre température corporelle. Donc c'est un peu, c'est pas la bonne idée. Voilà. Donc Vincent qui fait des bains froids, pas le soir? Alors, si vous faites un bain tiède et que vous y restez un quart d'heure et 20 minutes, vous allez abaisser votre température corporelle, c'est très bien. Si vous prenez un bain glacé, probablement vous y resterez pas 20 minutes, c'est agressif et c'est surtout très désagréable. Donc il faut plutôt essayer de faire des choses qui sont agréables. Et par rapport à la literie, c'est vrai que, Mmh. c'est peut-être, c'est marketing peut-être, je sais pas. C'est quoi votre avis vis-à-vis de ça? Que ce soit les matelas, les oreillers? Est-ce qu'on investit sur ça ou est-ce que c'est un peu bullshit? Alors Non, docteur, non, quel est non. le meilleur matelas? La question à 1 million. Non, non. Non, on ne fait pas de publicité, mais il y a deux choses importantes. Premièrement, un matelas, c'est une durée de vie, comme les pneumatiques de votre voiture. Donc, il faut les changer. Généralement, c'est de l'ordre de 5 ans. Deuxièmement, c'est important de prendre des matelas qui sont respirants, sur lesquels on ne transpire pas. Il y a des matériaux maintenant qui favorisent ça. D'accord? Donc, c'est important. Et puis aussi, il y a quand même un caractère hypoallergénique qui est important. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage important
de matière qui capte des allergènes, et en particulier dans les milieux urbains, ça peut créer des problèmes respiratoires et aggraver le sommeil. Bon. Mais il y a des grandes marques que je ne citerai pas, hein, des supermarchés de, de mobilier qui produisent à des prix relativement raisonnables des matériels de très très bonne qualité. Ce qu'il faut, c'est pas dormir sur un matelas qui a 15 ans avec plein d'allergènes dedans, vous voyez, et très très chaud. Et si on devait avoir 2-3 termes techniques pour s'y retrouver dans le matelas, quand je vais le choisir tout à l'heure au magasin, qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne comme... Bah, il faut un matelas ferme, hypoallergénique et hypotranspirant. Donc, il y a des matériaux de surface, vous voyez, qui permettent justement de thermoréguler. Idem pour les draps. Il faut des draps, si vous voulez, qui permettent l'évaporation de votre transpiration. Donc, un Super. coton léger, par exemple, c'est parfait. Peut-être on va ouvrir sur l'insomnie, ça c'est intéressant de dériver un petit peu sur ça. Déjà, qu'est-ce qu'un insomniaque? Est-ce qu'on parce que certains justement parlaient de perception, est-ce que des fois on n'a pas trop tendance à dire vite qu'on est insomniaque? Est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est, l'insomnie? Alors, l'insomnie, c'est en fait, c'est deux choses. C'est un sentiment douloureux par rapport au fait qu'on a du mal à s'endormir, qu'on se réveille la nuit ou qu'on se réveille trop tôt. Donc, c'est vraiment cette dimension-là qui est importante. C'est ça me pénalise dans la journée. D'accord? Et après, c'est une notion de temps, quoi. 3 fois par semaine, au moins depuis 3 mois, enfin quelque chose d'installé dans le temps qui va faire que vraiment vous pouvez dire j'ai vraiment un mauvais sommeil consolidé. Voilà. Ça, c'est le diagnostic d'insomnie. Après, Et les plaintes insomniaques, hein, on a fait une enquête épidémiologique avec Santé publique France. On a montré qu'il y avait 75% des Français qui rapportaient des plaintes de sommeil dans la semaine. C'est des chiffres complètement dingues, quoi. Vous voyez? L'anxiété, c'est 28%. Donc, c'est aussi des phénomènes extrêmement fréquents. et que mettre en place vis-à-vis de ces insomnies? Santé liée au sommeil, vraiment. OK. Régularité, durée, qualité. Et après, si ça marche pas, hein, dans mon livre, par exemple, il y a un lien sur le compte Instagram aussi, pr.philippe, il y a un lien pour la Société française de médecine du sommeil. Il y a des centres accrédités sur tout le territoire français avec des spécialistes du sommeil. Vous pouvez aller les voir pour, par exemple, identifier si vous n'avez pas une maladie associée. Il y a des gens, par exemple, qui s'arrêtent de respirer la nuit et ils commencent leur maladie avec des plaintes insomniaques. Donc, c'est aussi la médecine du sommeil, ça sert à ça. Ça sert aussi à diagnostiquer des maladies. Il y a aussi des gens qui sont dépressifs, par exemple, et qui ont des plaintes de sommeil très importantes. Donc, il y a quand même un recours au médecin une fois qu'on a utilisé Canopé, qu'on a réglé tous les problèmes de santé liés au sommeil, qu'on est certain que l'hygiène est bonne. Si ça continue, là, il faut s'interroger sur la présence d'une maladie du sommeil. Dites-nous en commentaire là si vous avez déjà fait des insomnies ou pas. C'est vrai que c'est hyper intéressant et est-ce que justement si vous avez fait des insomnies, est-ce que vous avez tous ces points dont parle le professeur Philippe? Est-ce que c'est acté pour vous ou justement est-ce que vous avez peut-être un sommeil qui est pas régulier? Est-ce que vous avez une dette de sommeil chronique? Soyez Ça honnête, serait hein. intéressant. On se connaît, Pierre, tu hein. avais une question? On se connaît. Alors, vous êtes psychiatre. Est-ce qu'il y a... De formation, ouais, mais maintenant je suis neurophysiologiste et surtout spécialiste du sommeil. Mais entre autres, j'ai fait une formation de psychiatre. Ouais. Finalement, dans ces centres accrédités pour les gens qui ont des troubles du sommeil, quels sont les médecins, quelle est la spécialité médicale qui s'occupe de ces gens? Alors, après un long combat, justement, on a réussi à faire reconnaître la médecine du sommeil comme une spécialité médicale. Donc, depuis 3-4 ans, on a une formation spécialisée transversale, excusez-moi, FST, qui permet aux jeunes internes issus de plein de spécialités, de la neurologie, de la psychiatrie, de la pneumologie, de l'ORL, de participer justement à une année qui permet d'acquérir toutes ces dimensions-là, parce que le sommeil, c'est une médecine extrêmement riche, c'est un peu comme la réanimation ou la pédiatrie. On fait de la pneumologie, de la psychiatrie, de la neurologie, donc c'est extrêmement divers, c'est pour ça qu'il faut une spécialité en propre. Elle a été initialement créée aux États-Unis, ensuite en Allemagne, et nous, on a réussi à obtenir cette FST, qui est donc maintenant reconnue, et on a la chance justement en France de pouvoir avoir maintenant un panel de médecins qui sont exclusivement dédiés à la médecine du sommeil, avec des spécialités d'origine, bien entendu, assez diverses. Hein. Mais généralement, un centre de sommeil accrédité, il y a 3 ou 4 spécialités regroupées. C'est des centres pluridisciplinaires, justement, pour couvrir toute la palette. Et,
Parce que Vincent parle souvent de sa belle-mère pendant le podcast. Quel est le conseil que vous pourriez donner du coup à quelqu'un qui fait de l'insomnie? A priori, c'est souvent de l'autodiagnostic. Hein, et teste pendant 3 semaines de mettre en place les conseils, 3 semaines, un mois, les conseils que vous nous avez prodigués là pendant l'épisode. Et si on voit que ça n'a pas d'impact, à ce moment-là, comment elle trouve un praticien? Qu'est-ce Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? bon, excusez-moi de faire un petit peu de publicité, mais justement, les livres On est que là j'ai pour ça. écrits, Hein. ça s'appelle des livres médicaments et ça sert justement à ça. Donc déjà, la première chose, c'est s'éduquer au problème. Et donc, là, on fait un podcast divertissant Mmh. et bref, mais les livres médicaments, ça sert à ça quand même et c'est très efficace. Et on a vu l'efficacité, par exemple, pour arrêter de fumer. Sur le sommeil, c'est pareil. Donc, je pense que c'est assez important quand même déjà de se documenter. Et j'ai la chance d'être édité aussi en livre de poche parce que les grands formats ont bien marché. Donc, pour des tout petits budgets, pour moins d'une place de cinéma, vous pouvez acquérir quand même des compétences très importantes. Donc, avant de vous précipiter dans des centres qui sont déjà très saturés, où il y a pas mal de listes d'attente, le premier élément, c'est vraiment de faire un bilan et de ne pas hésiter de s'appuyer sur des applications comme Canopé. Hein. Mais le plus vous cultivez et le plus vous avez une compréhension de votre santé, le plus vous serez dans une démarche de prévention. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, Le deuxième élément OK. après, c'est il faut toujours parler à son médecin généraliste, parce que son médecin généraliste, c'est un peu la tour de contrôle. Et en plus, les centres spécialisés, maintenant, on reçoit les malades que s'il y a un courrier. Donc, généralement, il faut avoir un courrier en amont qui permette d'anticiper les choses, hein, c'est très important. Et une fois qu'on a ça, à la lecture du courrier, ben, les centres seront en capacité de savoir si le problème relève d'eux ou s'il faut s'adresser vers un autre spécialiste, par exemple un psychiatre, s'il y a un problème dépressif. Donc, un, télécharger l'application et deux, s'éduquer. Donc, ça peut passer par juste écouter des podcasts, mais aussi, si on veut aller un peu plus loin, c'est l'achat de votre livre. C'est quoi le nom? Ou d'autres livres. Hein. Oh. Enfin, moi, j'ai écrit Anti-fatigue et Réapprenez à dormir. Hein, c'est les deux livres que j'ai écrits. Mais il y a d'autres livres qui sont accessibles. Je pense que la démarche globale, c'est déjà se cultiver. C'est-à-dire comprendre comment marche le sommeil et avoir une démarche pour voir dans quelle mesure on peut améliorer sa santé liée au sommeil. Une fois que ces choses-là sont faites, après, on a tout le loisir d'aller consulter un médecin, mais dans le schéma actuel et dans l'offre de soins actuelle, c'est vraiment, vraiment important de faire ce travail en amont. Un élément qui peut gâcher des nuits, c'est le ronflement, que ce soit par, sa conjointe, ou par soi-même peut-être. On peut peut-être s'auto-réveiller, je sais pas. Moi personnellement, je ronfle pas. Mais, d'où ça vient? Est-ce qu'il y a différents types de ronflement et est-ce qu'il y a des solutions, pratiques à mettre en place? Alors, effectivement, il y a différents types de respiration nocturne, on va dire. Hein. En particulier, les hommes, à partir de 40 ans, ils commencent à avoir un pourcentage de ronflement très élevé. C'est conditionné par le poids aussi, et puis les facteurs de qualité de vie. Hein. Si vous buvez de l'alcool, par exemple, ou si vous fumez, vous allez aggraver significativement votre ronflement. Le ronflement, c'est la première étape des résistances là, du passage de l'air dans la gorge. Si vous augmentez, en particulier, vous pouvez créer une obstruction, hein, c'est-à-dire au moment de l'inspiration, vous pouvez coller les parois de votre pharynx, créer une apnée, et ça va vous empêcher d'approfondir le sommeil. Ça va créer une dette dite sélective de sommeil, et c'est ça qui est très mauvais et qui peut provoquer ensuite la somnolence dans la journée. C'est pour ça que le ronflement, associé à une mauvaise qualité le matin au réveil, c'est un signe d'alarme qui peut nécessiter une consultation chez un médecin. Qu'est-ce qu'on met en place? Parce qu'on entend beaucoup parler de l'importance peut-être de la respiration nasale dans un premier temps. Certains ils disent qu'il faut le développer, essayer de justement, je crois que c'était Vincent d'ailleurs dans sa formation en prépa physique, qui avait croisé quelqu'un qui avait soigné son problème de ronflement, justement en travaillant son nez et sa respiration nasale. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens avant peut-être, autre chose? Ou Je, vous je parlez pense vous par déjà, il faut repérer s'il y a un problème de ronflement seul ou un problème de ronflement avec une altération de la qualité du sommeil et une somnolence. D'accord? Si vous développez une altération de la qualité du sommeil et une somnolence associée, il faut faire attention parce que on rentre dans une zone dangereuse. D'accord? Mmh. C'est-à-dire et dangereuse dans le sens où vous allez commencer à pouvoir prendre du poids, où vous allez augmenter vos apnées, où vous allez majorer votre risque cardiaque. Voilà. Donc le plus tôt on prend le problème à bras le corps,
Après, ce qu'on sait, ce qui marche, c'est les machines pour souffler de l'air dans le nez pour traiter les apnées. Ce qui peut marcher aussi, c'est des protège-dents pour avancer la mâchoire et libérer l'espace post-lingual pour faciliter la respiration nocturne. Ok. Les bandelettes sur le nez, ça n'a pas montré son efficacité. Il y a des traitements posturaux aussi. Par exemple, on met des balles dans le dos pour que quand vous vous retournez, vous soyez gêné et vous vous mettiez sur le côté. Ça, c'est un autre facteur d'accompagnement qui peut être important, qui peut améliorer la qualité de votre sommeil. D'accord, donc travailler son nez, vous y croyez pas trop personnellement? Est-ce qu'il y a des Si études c'est, sur ça si ou c'est, pas? Est-ce oui, qu'il y a oui, des oui, il y a études? Ouais. énormément d'études. Mais si vous voulez, si vous avez une allergie temporaire, utiliser perméabiliser votre nez, ça va aider au ronflement, bien sûr. Mais c'est pas ça qui va traiter l'apnée. Enfin, la majorité des problèmes apnéiques, ils sont pas liés au nez, ils sont liés en dessous, ils sont liés à l'espace oropharyngé. On peut entendre que certains professionnels décrient l'utilisation de, d'hypnotiques. Quel est votre avis là-dessus? Il y a forcément un intérêt médical, mais quelles sont les limites de l'utilisation de ces hypnotiques? Alors, d'abord, la Haute Autorité de Santé française recommande en première intention les thérapies cognitivo-comportementales. C'est ce qu'on développe avec Canopé. Bon. Ou avec des psychologues, bien entendu, puisque maintenant, il y a des séances de psychologues qui sont remboursées. Malheureusement, en France, on n'a pas énormément de psychologues qui sont formés à ce type de pratique, mais c'est quand même très important à développer. Je dirais en première intention que l'utilisation d'un hypnotique dans la durée, c'est un peu un plâtre sur une jambe en bois, c'est-à-dire que ça va pas fonctionner parce que ça va vous empêcher de mettre en place des mesures correctives, comme on l'a expliqué avec la santé liée au sommeil. Ça va créer en plus une démarche passive parce que si vous prenez pas le traitement, vous vous retrouvez nu par rapport à la maladie. Donc c'est vraiment une mauvaise idée. Donc je pense schématiquement, dans certains cas bien précis, on peut proposer des traitements hypnotiques, mais c'est quand même un contexte sur lequel il faut être prudent. En tout cas, c'est pas une recommandation de dire prenez donc un hypnotique et vous verrez après. Ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut d'abord recommander de prendre en charge la santé liée au sommeil et après voir s'il y a besoin d'un hypnotique. Est-ce qu'on peut faire un lien, in fine, entre les problèmes d'insomnie et les problèmes dépressifs? Oui, oui. Alors, comme je vous le dis, pendant très longtemps, on a pensé que l'insomnie, c'était une conséquence de la dépression. Maintenant, au vu de la fréquence des troubles insomniaques, on est en train de relativiser un peu ça et on est en train de montrer en particulier que il y a quand même une part importante des gens qui ont une mauvaise santé liée au sommeil, qui ont un surrisque de développer une dépression. Et quand on améliore le sommeil, on peut, dans une certaine mesure, améliorer aussi les troubles dépressifs. Donc ça, c'est assez nouveau, ce qui milite encore une fois hein, pour promouvoir une bonne santé liée au sommeil. Et pour les gens justement qui, eux, ont tendance à être un peu en hyper-somnolence, à s'endormir hyper facilement, est-ce que c'est dangereux hormis les accidents, qu'il peut y avoir sur la voie publique? Ou est-ce qu'il y a pas forcément de problème de santé particulier? C'est vrai qu'on a tendance à se dire: «Beh, ils dorment bien, enfin, ils dorment beaucoup donc ça va». Non, ça, si vous avez une somnolence diurne excessive, c'est une très très mauvaise nouvelle. Hein. Il faut aller voir, il faut consulter très rapidement un médecin parce que vous pouvez avoir un syndrome d'apnée avec un surrisque cardiaque. Vous pouvez avoir une narcolepsie ou une hypersomnie, qui est une maladie très rare hein, et génétique, mais qui va vraiment impacter votre vie, hein, qui va détruire votre carrière professionnelle, par exemple, parce que c'est des gens qui dorment tout le temps hein, ou par attaque de sommeil. Non, non, donc le syndrome de somnolence diurne excessive, c'est un syndrome grave qu'il faut prendre en charge rapidement. Je crois qu'il y a l'échelle, je l'ai noté, l'échelle de Ipsworth. Excusez-moi, est-ce Epworth, que vous oui, pouvez le Epworth. dire? Ouais, ben vous l'avez dans Canopé, donc vous pouvez aller la chercher. C'est une échelle en 8 situations où justement on vous demande votre propension à vous endormir. Ça se score de 0 à 24. Si vous êtes au-dessus de 11, c'est un facteur de risque. Tout ça est très bien expliqué dans Canopé et puis aussi dans Anti-Fatigue et dans Réapprendre à dormir. On a mis des échelles justement pour permettre aux gens de s'auto-évaluer. Juste pour revenir sur les somnifères, si je prends un somnifère, ce soir, je vais vraiment dormir ou ça m'anesthésie? Non, ça vous anesthésie pas. Ça va favoriser ça va réduire prioritairement les éveils intranocturnes et ça va augmenter un peu votre durée de sommeil. Voilà. Et est-ce que ça me dérègle ou pas?
Bah, c'est un sommeil quand même artificiel, c'est un sommeil chimique, donc c'est pas un sommeil naturel comme celui que vous pourrez avoir avec des thérapies comportementales. Hmm. OK. Et au niveau, moi, j'avais C'est au une niveau réponse de du politicien, hein. Non, 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 si vous voulez, on essaye de faire évoluer la santé, en particulier en France, dans une démarche de prévention. Tout ce qui relève du soin et du comportement passif, on sait que c'est des éléments qui fonctionnent pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que la personne ne s'approprie pas sa santé, parce que la Oui. personne va utiliser des comportements déviants, euh, même inconsciemment, hein. Vous prenez une hypnotique, vous allez prendre 2 verres de vin avec, parce que c'est pas grave, vous dormirez avec l'hypnotique, vous voyez. Ou vous varierez vos horaires de lever et de coucher en disant, ben tiens, c'est magique, je prends une hypnotique, je dors quand je veux. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. La vie, c'est pas comme ça. C'est comme si vous dites, je vais avoir des tablettes six-packs en prenant une pilule. Ben non. Vous allez avoir des tablettes six-packs parce que vous allez, comme nos amis olympiens, travailler comme des malades 8 heures par jour à faire du sport. Voilà. Bon. Donc, ces éléments de comportement et de prévention, ils sont très, très importants. La- le sommeil passif induit par des substances chimiques, ça va exactement à l'encontre de ce qu'on veut faire. Alors maintenant, les laboratoires pharmaceutiques commencent à communiquer en disant oui, vous savez, la pilule, il faut la prendre avec des comportements, mais dans les faits, on voit bien que c'est pas ça ce que les gens recherchent. Les gens viennent nous voir en disant donnez-moi quelque chose pour dormir. Facilité. Et on leur dit mais c'est comme si moi je vous dis donnez-moi quelque chose pour être heureux. Ça marche pas. Vous allez dire professeur Philippe, peut-être on peut discuter, on peut passer du temps ensemble, aller faire du vélo, parler de la vie et ça va beaucoup mieux marcher que si vous prenez une pilule. Vous voyez? Donc il faut vraiment des principes de bon sens et c'est important de communiquer sur le principe de la prévention, en particulier en santé mentale et en troubles du sommeil. C'est vraiment très très important. Ouais, c'est important de préciser tout ça et pour parler un petit peu de sport, de vélo et des jeux olympiques, donc c'est cool, ça nous fait partir sur notre dernière partie qui est le sommeil du sportif, donc pas forcément celui qui va faire les jeux olympiques. Mais c'est vrai que souvent on entend il faut pas faire de sport la nuit, il faut plutôt le faire le matin, ah ouais, ça va perturber notre sommeil. Quelle est la vérité, vis-à-vis de ça? Bah, en fait, si vous faites du sport en fin de journée, vous allez activer votre température corporelle. Dans un certain nombre de cas, vous allez activer vos réseaux sociaux, en particulier si vous allez en salle ou des choses comme ça. Donc, vous allez vous retrouver à risque de créer un hyper-éveil. D'accord? Ça, c'est très mauvais. Alors, en plus, les gens ont une fausse croyance qui dit si je me fatigue, je vais mieux dormir. C'est pas vrai. Si vous courez le soir, vous allez activer vos réseaux d'éveil et vous n'allez pas mieux dormir. La fatigue, c'est pas la somnolence. D'accord? Donc, le message vraiment important, c'est de pratiquer le sport dans la journée. Le top du top, c'est le matin parce que ça va créer un système d'éveil, d'accord? Mais si vous n'êtes pas dans cette dimension-là, euh, en tout cas, jamais après 17 heures pour en coucher vers 23 heures minuit, quoi. Sinon, vous allez vraiment vous réactiver cognitivement. Encore une fois, en sachant qu'il y a des gens qui ont des tolérances variables par rapport au sommeil. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont aucun problème de sommeil, hein. Mais si vous êtes vulnérable, c'est pas une bonne idée de faire du sport en fin de journée. Et si j'ai pas le choix, malheureusement, le matin, j'ai pas pu faire autrement, j'ai dû peut-être poser, exceptionnellement les enfants à l'école, j'ai travaillé, à 17h-18h, je dois faire ma séance. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Peut-être, après la séance de sport, se découvrir, être un petit peu, «à l'air» entre parenthèses pour se refroidir. Est-ce que ça pourrait marcher ou pas du tout? Alors, malheureusement, l'absolu ne marche pas. Donc, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, vous allez Et être dans ouais. une zone mauvaise. Voilà. Vous pouvez dire, par exemple, si je dois vraiment manger 3 jours par semaine au McDo, des McDo, ou des hamburgers, pour pas faire de publicité, qu'est-ce que je peux faire contre? Ben, Ouais, beh, on a déjà posé la question. Il y avait il rien. y avait un conseil, c'est de faire plutôt le matin, essayer d'éviter un petit peu les glucides et faire une activité un petit peu légère le matin à la salle de sport pour essayer de déstocker. Non, Il y a quand même on peut moi, essayer je vais si vous vraiment. dire, si vous voulez faire du sport prévention, si vous n'êtes pas un athlète de haut niveau, ce qu'il faut, et ça l'OMS l'a très bien montré, c'est bouger régulièrement. Par exemple, vous descendez 3 arrêts de tram avant votre destination et vous marchez à l'école en amenant les gosses à pied. Voilà. Vous allez au boulot en vélo. Vous allez au boulot à pied. Vous combinez métro, tram, pied. Vous faites entre une demi-heure et 1 heure d'activité physique modérée par jour. Ça suffit à prévenir tous les risques de santé. D'accord? Après, si vous voulez faire du sport plaisir, vous le faites le week-end.
vous avez 2 journées dans la semaine où vous pouvez faire du sport plaisir. Et après, si vous voulez vous organiser pour avoir une activité physique plus soutenue, mais dans ce cas-là, vous choisissez un domicile qui est à 45 minutes de vélo de votre boulot. Et tous les matins, vous prenez votre vélo et vous allez en vélo au boulot. Et le Et vous soir, vous voyez, pouvez rentrer moitié en vélo et moitié en tram. Mais vous voyez, monsieur Philippe, malheureusement, moi, je vois, j'ai quand même fait du foot pendant, plus de, je sais pas, peut-être, 20 ans, un peu moins de 17 ans dans ma vie. Tous les entraînements pour, toutes les catégories de jeunes, c'est toujours le soir à 18h. Je pense notamment aux parents qui vont voir, bon, après, je sais que les enfants ont peut-être un sommeil plus facile à ce moment-là, mais c'est vrai que souvent, on n'a pas le choix, à part de se réveiller peut-être à 5h le matin, et encore c'est différent. Mais est-ce qu'il y a pas quand même, est-ce que c'est vraiment grave de faire du sport le soir? Parce que là, vous me Alors, déconseillez un petit si vous peu, donc c'est pour ça que je veux regardez, relativiser un petit peu le voilà, message. moi j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai des collègues qui travaillent en Allemagne. Le schéma de l'activité physique, il est complètement différent. Aux États-Unis, on mange à 17 heures. Voilà. C'est un problème d'éducation sociétale. C'est-à-dire, il faut que vous, avec vos réseaux sociaux, vous passiez le message que les enfants, il faut qu'ils aient dans l'après-midi, à 14 heures, à 15 heures, 2 heures pour faire du sport, comme ça se fait dans d'autres pays européens. C'est un problème d'éducation globale, d'accord? C'est une mauvaise idée de dire on va forcer les gens à manger des Big Mac, on va forcer les gens à aller au fast-food, on va forcer les gens à regarder Netflix. Il ne faut pas communiquer comme ça. Il faut communiquer en disant il faut se battre pour que, au niveau de votre collège, au niveau de votre lycée, au niveau de votre fédération de sport, vous disiez une bonne performance, c'est une bonne santé. Une bonne santé, c'est bien dormir, bien manger, bien bouger. Si vous regardez les performances de Léo Marchand, il a très bien expliqué que son programme, c'était vraiment des règles d'hygiène de sommeil draconiennes. Draconiennes. Vous voyez ses performances. Donc, notre métier à nous, et je pense que c'est sur ça que je clôturerai l'entretien, notre métier à nous, c'est de faire de la prévention et de communiquer des démarches de bon sens, pas qu'à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle sociétale. Et petit à petit, vous verrez, on arrive à faire bouger les lignes. Voilà. Super. Je suis Et désolé, je vais devoir embrayer sur la suite. ouais, on a juste une dernière question, c'était par Donc, si on rapport a au 5 minutes pour ouais, bien sûr. continuer à discuter, on peut Ouais, bien sûr. débriefer. Juste, on a une dernière question, c'est par rapport aux produits. On entend beaucoup, vous avez parlé de la mélatonine, il y a aussi le CBD. C'est quoi votre avis sur ça? Et est-ce qu'il y en a d'autres justement à conseiller ou à déconseiller? Le CBD, c'est efficace sur les douleurs et c'est efficace dans une certaine mesure sur l'anxiété. Donc, si vous avez mal la nuit, que vous avez des troubles anxieux, le CBD, ça peut temporairement vous aider. Mais encore une fois, il vaut mieux traiter la cause de l'anxiété ou la cause de la douleur que de mettre encore une fois un plâtre sur une jambe de bois. Super. Une dernière question, Pierre? Non, c'est plutôt, je pense qu'il le docteur Philippe validera. Au final, si on veut convaincre les gens de mieux dormir et s'occuper de leur sommeil, le sommeil, c'est du dopage. L'effet que ça a sur la longévité, l'effet que ça a sur les Non, performances c'est pas du sportives. dopage. Non. Le dopage, c'est un schéma extrême. Le Mmh. sommeil, c'est un principe de santé. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est pour être en bonne santé, il faut un bon sommeil. Voilà, c'est pas du dopage, Ouais, hein. mais il faut les faire rêver, les gens. Il faut leur dire qu'en dormant, ils vont avoir des meilleures performances, et c'est la vérité. Si on Alors, dort mieux, on Ils aura sont des meilleures bridés, en fait. C'est performances, plutôt on comme ça récupérera mieux. qu'il le tourne, docteur Philippe, je pense. alors, encore une fois, dans les messages, c'est les bonnes performances, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'un jour vous allez battre Léon Marchand dans la piscine? Probablement, la majorité des gens seront humbles et diront, je ne pense pas. Non, À non. partir de là, C'est à même quel sûr. niveau vous fixez la performance? Moi, la performance, je la fixe au fait que je ne suis pas malade l'hiver, que je peux gérer le stress auquel je suis confronté de façon importante et que globalement, en termes d'image de soi, je suis content de ce que je peux faire avec mon corps. Si vous donnez ce message-là, je pense que vous faites beaucoup de bien aux gens. Eh bien, Si ça sera vous le mot de... expliquez, voilà, si vous expliquez aux gens qu'il faut se booster, qu'il faut se doper, qu'il faut prendre des produits, qu'il faut qu'on soit Non, 365 jours au non, top, c'était je pas ça. pense C'était que juste que les gens, en fait, il y a quand même
Il y a quand même dans cette société-là, il y a l'apparence et dire aux gens qu'en dormant mieux, ils pourront mieux s'entraîner et peut-être être plus musclés, plus endurants. Ben c'est peut-être un message aussi qui s'entend pour les motiver. Mais en tout cas, merci beaucoup, professeur Philippe, d'avoir été présent avec nous. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. On mettra tout de toute façon en commentaire. Pierre, tu avais un dernier mot, je crois. Non, c'est ses réseaux, c'est p.philippe, PR comme professeur. professeur, PR.philippe, voilà, sur TikTok et Instagram. Et puis surtout, n'hésitez pas à télécharger la liste des centres de sommeil, c'est gratuit, l'application Canopé avec un K. Et prenez soin de vous parce que le sport et la santé et le sommeil, c'est finalement ce qui peut nous rendre le plus heureux. Eh bien, merci beaucoup. Merci Dites-nous en beaucoup. commentaire Merci à comment vous vous et avez merci trouvé. encore pour l'interview. Et oui. Vous pensez au petit community manager si vous pouvez m'envoyer Ouais, le c'est sûr, bien message. sûr. Eh ben, C'est Voilà. vrai qu'il y a Pierre qui cherche un community manager. Donc, si vous en connaissez un, moi, je vais passer le contact que j'ai à Pierre. Mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas en commentaire à nous les donner. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres invités que vous aimeriez recevoir sur 1000%, n'hésitez pas. Le like, les commentaires et abonnez-vous à la chaîne sur tous les réseaux sociaux. Merci Magnifique. beaucoup. Merci, Allez, Et à merci, très vite. merci. À Merci, bientôt. Et professeur. bon sommeil. Merci, bon sommeil. Au revoir.